Alors bonjour à vous. Hier, on a fait un live sur le groupe Facebook Rédacteur Web Corner, un live dédié à la rédaction web et au métier de rédacteur web. Donc les membres et les participants de la formation Rédaction Web Level Up nous avaient posé tout un tas de questions qu'on a divisées en 4 catégories et auxquelles on a répondu. Donc on va vraiment dans ce live aborder différents sujets comme les outils idéaux pour le rédacteur web, les outils idéaux pour trouver des mots-clés et suivre donc l'évolution de nos contenus sur base de ces mots-clés. Le salaire du rédacteur web va également être abordé dans ce live. Enfin, tout un tas de questions que les rédacteurs web se posent et auxquelles on a vraiment tenté de répondre de la manière la plus franche possible. Maintenant, normalement, j'aurais dû faire ce live avec mon acolyte, avec Séverine. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je serai toute seule à la tête de ce live. Je vous laisse y prendre part. Donc, il y a un peu moins d'1 heure de live direct sur Facebook. Je vous souhaite vraiment d'apprendre des tas de choses. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres lives. Au revoir. Donc on va préparer donc le live de ce soir. Donc le but c'était une FAQ sur la rédaction web, le métier de rédacteur. Donc vous nous aviez posé vos questions. Bonjour Valérie. Donc toi il y aura 3 questions à toi déjà pour commencer, donc c'est pas mal. Donc vous nous aviez posé des questions, on va y répondre. J'ai défini 4 catégories, donc tout ce qui est lié au commercial, tout ce qui est lié au référencement naturel, et on a également stratégie marketing et des questions plutôt axées sur le métier. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas de vous garder ici pendant 3 heures, donc une demi-heure, 45 minutes, on va essayer d'aborder vraiment tous les... Oui, je suis calme, bon... Ça va, maintenant ça commence à aller en vidéo et puis j'ai fait un podcast avec Laurent Bourrelli assez long et je dois dire que maintenant ça va. J'ai plus trop peur de la caméra. Bon, et je n'ai rien bu, donc comme vous voyez je suis tout à fait zen. Alors, c'est parti. Déjà, on va aborder des outils. On va aborder tout ce qui est lié aux clients, trouver des clients, ce que gagne vraiment un rédacteur web en fonction de ses clients et de son ancienneté. On va parler également de stratégie. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit est-ce qu'on peut aborder la stratégie marketing parce que voilà, pour moi ça reste un peu flou, donc ça on va en parler aussi parce que je pense que c'est vraiment important, que c'est une valeur ajoutée pour le rédacteur web. Donc c'est parti Séverine, je suis vraiment désolée, ça m'embête beaucoup de ne pas pouvoir t'inviter. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, on fera un prochain live et on fera en sorte de répéter, de trouver cette fonction pour pouvoir être présent à 2. Ce serait déjà bien. Donc probablement, est-ce que c'est parce que je le fais avec mon ordinateur et pas avec un portable, mais je vous avoue que moi je suis habituée au PC, je suis de l'ancienne génération. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc au niveau commercial, 18 personnes, c'est pas mal. Une question de Sandra et de Valérie. Facturation à l'heure ou au forfait, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Écoutez, ni l'un ni l'autre, rien n'est à privilégier. Comme je le dis souvent, aucun de mes clients n'est facturé au même tarif parce que je propose des services assez personnalisés. Donc forcément, niveau tarification, si vous venez vers moi et que vous me dites tu prends combien à l'heure, je suis incapable de vous répondre, quoi. Ça c'est déjà clair. Autre chose, facturation à l'heure, quand est-ce qu'on peut faire ça? Facturation à l'heure, moi j'aime plutôt travailler à la facturation au projet. Donc je travaille énormément sur des sites web, je fais un devis assez détaillé et voilà, le client a un prix au projet. Facturation à l'heure, je le fais en termes d'accompagnement. Donc c'est-à-dire que lorsque je fais un devis au projet, j'indique un tarif à l'heure ou un package d'heures à ajouter et qui est à
à décompter. Donc si par exemple il y a 4 heures de conseil et d'accompagnement sur la totalité du projet, ce qui arrive avec certains clients qui ont vraiment besoin de mon aide sur certains points, notamment liés au référencement naturel, ou alors qui souhaitent qu'on fasse des réunions régulièrement et tout ça, bien sûr ça se facture. Et le fait de mettre un prix à l'heure, ça vous permet aussi de cadrer les débordements. Le client sait que ça va lui coûter de l'argent, donc il ne va pas vous décrocher tout le temps. Et on arrive vraiment en un quart d'heure à faire une petite réunion tous les jours, par exemple d'un quart d'heure sur un projet assez long. Ça ne lui coûte pas très très cher et vous, ça ne vous coûte pas énormément de temps. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Donc moi, je privilégie au projet et facturation à l'heure pour de l'accompagnement. Facturation au mot essentiellement pour du blogging, donc maintenant le prix au mot va varier, mais en fonction du sujet, du niveau de difficulté ou de recherche ou de la qualité, hein, vraiment de l'article, même si j'aime pas qu'on parle de qualité, parce qu'il ne viendrait pas l'idée de rendre un article totalement bâclé, là forcément le prix varie. Surtout en fonction de la thématique. Donc je ne vais pas facturer une thématique déménagement, du genre comment bien emballer ses cartons, enfin comment bien emballer ses objets pour un déménagement, au prix d'une thématique SaaS, comment animer une solution Trésor. Donc voilà, là aussi la facturation dépend. Donc à ta question, enfin, Sandra et Valérie également, faut-il facturer à l'heure ou au forfait? Forfait quand c'est possible, heure pour de l'accompagnement, prix au mot uniquement vraiment pour des travaux très très simples, du blogging, voilà. Même pour de la fiche produit, je ne vous conseillerais pas de faire du prix au mot, parce que sur des fiches produits courtes, si vous faites un prix au mot, vous êtes complètement perdu, quoi. Donc prix au projet, pour moi, c'est ce que je préfère. Question numéro 2. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je crois que vous pouvez également mettre des questions. Donc, pour le moment, ça va. On a une vingtaine de personnes. C'est bien. N'hésitez pas à commander aussi. Bonjour Alizé, je ne t'avais pas vu. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires également. Hein. Et je répondrai alors en fonction de ce qui défile. Seconde question, y a-t-il vraiment beaucoup de clients qui ne payent pas? Ah là là, Valérie, si tu savais, tu ne ferais pas ce métier. Non, je rigole. Très sincèrement, ça m'est arrivé une fois. Vraiment, une fois de ne pas avoir le règlement. Super. Donc, c'était sur un site e-commerce. Un jeune garçon qui vendait des sacs à main. Et son site était plutôt bien fait. Bon, c'était un peu cheap, mais ça allait. Il a payé directement 50% d'acompte. J'ai eu confiance. Il y avait une centaine de fiches produits à faire. Et bon, il a payé le 530 d'acompte parce que c'était vraiment des mini-fiches de rédaction. Et puis après, je n'ai jamais vu la deuxième moitié. Il n'a jamais été au bout de son projet. Et forcément, enfin voilà, je me suis retrouvée comme ça, sans l'envie de le poursuivre. Je l'avais eu plusieurs fois au téléphone également. Bonjour Magali. Enfin, bonsoir plutôt. Je l'avais eu au téléphone également. On s'était parlé. Enfin, tous les voyants étaient ouverts. La faute n'a pas de chance. Maintenant, je travaille essentiellement actuellement avec des entreprises qui sont bien établies. Donc ce problème-là, moi, ne s'est plus posé depuis là. Je sais qu'il y a des rédacteurs qui se retrouvent dans des situations compliquées avec des clients qui font le mort, qui mettent du temps à payer. Alors ça, je tiens à vous le dire, j'ai des clients qui payent à 3 mois. Je suis habituée, je travaille avec eux depuis très longtemps. Maintenant, voilà, c'est intégré. Je sais que si j'envoie une facture au mois de juin, je vais la recevoir au mois d'août ou en septembre. Le paiement va arriver en août ou en septembre. Voilà, c'est comme ça. Ça reste des clients. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit aussi très très bien gérer
les sorties d'argent, les rentrées, les sorties d'argent. Moi, j'essaye de payer assez rapidement les personnes avec qui je travaille, mais maintenant, j'ai bien conscience que des fois, je vois des factures qui rentrent et je me dis, il faudrait que moi aussi, mes clients me payent. Donc, je pense que nous, en tant que rédacteurs et nos clients, en tant qu'entrepreneurs, on est confrontés au même souci, c'est tout simplement du cash flow, en fait. Hein. Donc, voilà, un conseil, ne virez pas trop vite les gens qui ne payent pas rapidement, sauf si, évidemment, vous avez l'impression que vous allez avoir une boîte. Mais autrement... non, très sincèrement, pour répondre à ta question, Valérie, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ne payent pas. Je pense que c'est vraiment un très très faible pourcentage. Que ça nous arrivera à tous, ça m'arrivera probablement encore, mais voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, ça, c'était tout ce qui était dédié à la partie commerciale. On va aborder le deuxième volet, qui est la partie référencement naturel. Donc, les outils, ça vous chiffonne, ça, apparemment, les outils, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Bon, voilà. Donc, Sandra, toi, tu me demandais les outils gratuits pour réaliser un audit SEO efficace. Alors, Karine revient, attendez, je vais répondre à Karine, qui revient, en fait, sur le sujet d'avant. On peut proposer des échelonnements, le cas échéant. Absolument, Karine. Donc moi je t'ai dit, j'ai demandé 50% d'acompte, ce qui est déjà énorme. Si vous travaillez sur des projets qui sont amenés à durer, la technique des 3/3 c'est déjà pas mal. Un tiers d'acompte, encore un tiers une fois la moitié du projet terminé, enfin réalisé, et puis le solde, forcément, bon ça peut fonctionner aussi. Moi souvent je fais par exemple ce qu'on appelle des tests payants, donc je fais payer le test à l'avance et puis après alors bon, je facture au mois, mais comme je vous dis, tous les clients ne se valent pas, j'ai confiance avec les entreprises dans lesquelles je travaille. Donc on en revient à nos outils. Outils gratuits pour réaliser un audit SEO efficace. Alors très sincèrement, moi je suis une inconditionnelle de Google Search Console, c'est gratuit. Déjà, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous ça peut être intéressant. Il y a toutes les informations nécessaires, que ce soit la rapidité de chargement des pages, les erreurs, les produits qui ne sont pas... qui sont en rupture de stock, enfin bon, il y a vraiment des tas de choses. Ça vous permet vraiment d'avoir un bon aperçu de la qualité du site web. Surtout, ça vous envoie des alertes quand il y a des modifications à faire. Donc, pour moi, c'est vraiment l'outil gratuit qu'on se doit de maîtriser. Après, maintenant, il y a d'autres choses. Alors, j'avais bien compris que voilà, la demande c'était essentiellement un outil gratuit, enfin gratuit ou pas cher. Alors, Séverine est là, Séverine est là. Donc je vais peut-être essayer encore une fois. J'ai juste le droit de t'éjecter, Sandrine, je suis vraiment désolée. Non. Je vais retirer des amis ou supprimer le membre. C'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà. Désolée. Je crois que ce qu'on fera, on fera un test pour la prochaine fois. C'est vraiment un peu pénible. Donc, ces outils. Donc, j'ai demandé en fait à un référenceur de me donner ces outils privilégiés. Je ne sais pas si vous connaissez Baptiste Vazon. Lui, en fait, j'ai un peu discuté avec lui. En donnant mes critères, donc pas cher, simple à prendre en main, suffisant pour notre travail de rédacteur web. Alors on a donc parmi les outils qu'il m'a dit, Ubersuggest qui revient, j'ai testé, je trouve que c'est vraiment très très intuitif, hyper intuitif. Surtout, il y a également des graphiques, vous pouvez suivre vos mots-clés, vous pouvez suivre, vérifier un petit peu ce qui se passe sur
sur les requêtes que vous visez. Donc voilà, c'est vraiment assez complet. C'est bien aussi si votre client, donc ça c'était une question de Magali après, hein, bon, quel outil pour un rédacteur quand son client n'a pas de référenceur, ben voilà, je trouve que ça c'est encore un outil qui est relativement bien, pas très cher, entre 25 et 35 € par mois. Donc très sincèrement, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est l'un des outils que l'on verra dans la formation Rédaction Web Level Up. Donc on va forcément aborder Google Keyword Planner, donc le générateur de mots-clés de Google Ads, parce que forcément c'est gratuit, c'est Google. Par contre, son gros défaut, c'est qu'il n'est vraiment pas précis en termes de volumétrie de recherche. Donc on a entre 0 et 10 recherches par mois, 10 et 100, 100 et 1000, 1000, 10 000, 10 000, 100 000. Donc forcément, on reste dans le flou, mais c'est totalement gratuit. Et bon, ça reste un outil de Google, donc il vaut mieux quand même le maîtriser, le connaître. Mais donc Ubersuggest, très très bien. On a donc également pour trouver des mots-clés, donc Mangools, que j'ai testé aussi et qui est aussi très très intuitif, donc vraiment user-friendly. Donc voilà. Et alors, pour le suivi des mots-clés, Monitorank. Sincèrement, des outils bon marché, je vous dirais bien aller chez SEMrush, maintenant énorme machine marketing, des tas de possibilités. Est-ce que pour nous, rédacteurs web, je veux dire, c'est forcément utile? Bon, ça reste la référence, hein, ça, voilà. Par contre, quand on a un budget limité au niveau outils et qu'on souhaite avoir plusieurs outils, je pense que le tarif est un petit peu excessif pour le besoin qu'on en a réellement, parce qu'on n'est pas référenceur. Donc voilà, s'il y a des possibilités d'avoir des outils moins chers, ben, allons vers des outils moins chers. Autre chose, je refais un test. Qu'est-ce qu'on avait encore? Donc les outils indispensables pour notre métier. Ben ça dépend vraiment de ce que vous proposez comme service. Moi, Trello, hein, Trello, ça reste pour moi l'indispensable pour livrer mes textes à mes clients. Ça permet de ne pas avoir à jongler avec les emails non-stop. Donc chaque client a un tableau Trello. C'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Outil indispensable à mon sens, Canva. Quand vous avez un blog personnel ou que vous faites de l'intégration pour les sites de vos clients, ça vous permet un peu de personnaliser les différents visuels, les différentes photos. Et donc ça, c'est... moi, je trouve que c'est un avantage. La version pro est vraiment pas chère. Je crois que c'est 12,99 € et enfin, c'est utile, y compris pour nous, pour nos réseaux sociaux. Donc voilà, Trello, Canva. Qu'est-ce que j'utilise encore régulièrement? C'est un tableau par client. Alors oui, Karine, Trello, je fais un tableau par client. Parce que tout simplement, il ne faut pas que tous les tables... Oui. Donc tout simplement, je suis en train de lire en même temps, désolée. Tout simplement parce que ben, forcément, je ne veux pas que tous mes clients voient les textes de tout le monde, hein, ça c'est clair. Ça permet de communiquer, de faire des suivis. Moi j'ai une colonne à rédiger, en cours de rédaction, rédiger, valider, à facturer, en attente de paiement, archive. Ça permet vraiment d'avoir en un seul endroit, en un seul tableau, toute la relation client en fait. Et ça c'est quand même quelque chose qui est forcément appréciable. J'ai aussi, donc on a les factures qui sont dedans, on a des infos diverses, hein, et voilà. Et donc ça c'est gratuit, ça coûte rien du tout quand on prend la version de base, et ça permet vraiment de bien communiquer avec son client et d'avoir... de ne pas avoir à chercher dans ses emails. Donc ça, je le conseille vraiment comme outil de gestion de la relation clientèle et comme outil pour s'organiser en tant que rédacteur web. Autre outil, donc Google Analytics, hein,
Alors, le client a accès à ce tableau. Oui, Karine, le client a accès à ce tableau, tu l'invites, en fait. Hein. C'est une invitation, tu l'invites, et comme ça, plutôt que de lui envoyer tous tes travaux par email, il peut, lui, les télécharger directement sur le tableau. Donc, voilà. Maintenant, si tu ne veux pas qu'il y ait accès, que c'est juste un outil d'organisation pour toi, eh ben, il n'y a pas de problème. Hein. Tu te fais juste tes tableaux perso. J'ai des tableaux perso pour mon propre travail. Donc, voilà. Magali, oui, je suis plutôt d'accord avec toi sur ces gros outils trop chers pour les petits CA. En effet, ce sont vraiment des outils trop chers. Moi, enfin, je rêve de CMJ. Clairement, voilà, je n'y vais pas, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Donc, il y a des outils qui sont très, très bien faits. Il y a des développeurs, des référenceurs qui mettent au point des outils qui sont vraiment géniaux et qui ne coûtent rien du tout, parce qu'il y a énormément de gens qui donnent énormément de choses. Je pense notamment à l'outil True qui s'appelle THRUUU. Allez-y pour les mots-clés, encore une fois, c'est vraiment top. C'est 100% gratuit, c'est un passionné qui a fait ça, et voilà. Donc, je vous mets le nom ici. Voilà, et c'est franchement bien. Ensuite, comment trouver des mots-clés pertinents? Donc ça, on avait dit, hein, Ubersuggest, Mangools et Google Keyword Planner qui va vous donner des outils, des mots-clés pertinents, mais malheureusement, si vous ne lancez pas de campagne Google Ads, vous n'aurez pas le chiffre exact du nombre de recherches mensuelles. C'est beaucoup trop vague sinon, mais voilà, donc ça c'est les outils. Maintenant, on peut passer à la troisième, de rien. Donc, on peut passer à la troisième catégorie, qui est la catégorie plutôt métier. Alors, je ne sais pas combien on est. Combien sommes-nous, en fait? Moi, ça, 17. Bon, ben, ça va. Je n'ai pas encore fait fuir tout le monde, c'est merveilleux. Salaire moyen d'un rédacteur web plus des exemples, Valérie. Eh bien, écoute, salaire moyen d'un rédacteur web... très difficile à dire. Je vais être transparente avec vous. Hein. Quand j'ai commencé sur des plateformes de rédaction, je crois que j'avais commencé dans le courant du mois d'avril sur Textbroker. Alors, j'avais envoyé mon premier texte, j'ai été engagée à 4 étoiles. Après la première mission, ils m'ont monté à 5 étoiles. J'ai eu droit au coup de fil du dirigeant de l'époque, Vézi, qui était vraiment, très sympa avec moi. C'était chouette. Et j'ai travaillé comme une malade pendant 4 mois pour en sortir. Donc je me suis fait payer fin juillet pour en sortir 800 €. Maintenant avec le recul, je me dis mais comment as-tu pu être si bête? Mais donc ça c'est, il faut faire attention sur ces plateformes vraiment à bas coût. Trier quand même parmi les missions. Hein. Il y a des choses des fois qu'on vous demande qui sont assez complexes, qui demandent vraiment beaucoup de recherche par exemple. Et qui ne sont pas, vu que c'est un prix global aux 100 mots, et peu importe la mission, qui ne sont vraiment pas intéressantes pour vous. De toute façon, enfin, c'est jamais intéressant, mais c'est encore moins intéressant que d'habitude. Autre chose, il faut savoir aussi que sur ces... Tristan, je vais répondre après la question, je finis ce que j'étais en train de dire, et puis après, je réponds à la question. Autre chose, donc... je suis coupée là. Oui, donc sur les agences, sur les plateformes, il faut également savoir qu'il y a des missions cachées qui ne sont pas visibles par les rédacteurs sur la plateforme et qu'ils proposent des projets qui sont mieux payés. C'est pas encore le Pérou, mais en tout cas c'est mieux payé. Et donc vous allez pouvoir, si vous êtes considéré comme un très bon rédacteur, intégrer des équipes qui se trouvent un peu en back-office et travailler sur des projets plus intéressants. C'est notamment comme ça que j'avais commencé à travailler sur des sites web. C'était une usine à gaz, autant le dire, mais voilà, donc ça sont des projets intéressants. Pour revenir à la question des salaires, très sincèrement,
sur une plateforme, vous n'allez... les plateformes, c'est vraiment de l'exploitation, je trouve. On vaut bien mieux que ça, non? Ben oui, oui, Valérie, mais là, je vais un peu t'expliquer. Donc, Karine, rédacteur. Alors, rédacteur.com, j'y ai travaillé aussi. J'ai eu des clients qui sont passés après en direct. Et ça s'est bien passé. Et quand j'ai décidé d'arrêter de travailler sur rédacteur, j'avais prévenu ma personne de contact là-bas en lui disant écoute, je vais arrêter, pour moi c'est vraiment plus rentable. Bon, déjà, elle avait apprécié la démarche. Je travaillais sur un client sur la plateforme depuis un peu plus d'1 an. Et en fait, ils m'ont demandé après de rédiger directement pour leur blog. Donc je ne passais plus par la plateforme, mais par contre j'étais payée à un prix beaucoup plus élevé. Et donc j'avais ma rubrique toutes les semaines sur leur blog, donc sur rédacteur.com, sur facture.net, sur traduc.com également. Donc je rédigeais pour leurs 3 sites. Et pour ça, il aurait fallu que je quitte la plateforme, et, en bon terme, mais voilà. Donc, quelquefois, il y a quand même des bonnes surprises qui émanent des plateformes. Mais voilà, à vous de vous faire connaître des dirigeants également. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on avait, Tristan? Fonctionnement d'une agence de rédaction web, quel est le business model? Travaillez-vous avec des salariés? Alors, agence de rédaction web, ben écoute, c'est assez simple. Moi, j'ai créé mon agence au Luxembourg. J'ai une salariée, je travaille avec des freelances essentiellement, tout simplement parce que moi, je rédige encore beaucoup pour mes clients historiques. Je fais tout ce qui est un peu plus technique, tout ce qui est site web. Ensuite, voilà, pour le reste, très sincèrement, non. Le business model, c'est assez simple. Tu prospectes, tu rentres des clients, c'est surtout en fait des agences web ou des référenceurs avec lesquels on travaille, et tu fais travailler des freelances. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Et quand j'ai des demandes qui sortent de l'ordinaire, eh bien, écoute, je collabore avec un référenceur, je collabore avec un graphiste, je collabore avec un photographe. Donc voilà, c'est comme ça. Parce que les missions sont vraiment très très variées quand on vient travailler sur des projets qui sont beaucoup plus gros. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ah, Magali, j'attendais tes articles avec impatience à l'époque, Audrey. Ah, ben c'est gentil. Je dois t'avouer que maintenant je l'ai en travers de la gorge, parce que ces articles-là, j'aimerais tellement les avoir sur mon site. Quand je les vois là, comme ça, sous le nom de rédacteur. Et en fait, j'ai arrêté de travailler pour eux à partir du moment où ils ont supprimé non seulement la petite photo et le nom de l'auteur. Alors, Tristan, finalement, il n'y a pas beaucoup de rédacteurs qui sont salariés. Si, et c'est probablement ça, alors là on déborde un petit peu du sujet, mais c'est probablement ça qui risque d'être notre plus grosse concurrence. C'est que la rédaction web, c'est quand même un métier assez jeune. Et maintenant, donc, la création de contenu, l'inbound marketing, etc., c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et donc, chaque entreprise, en fait, a son département marketing, et même les entreprises qui étaient, je vais dire, toujours un peu old school, commencent à avoir leur département marketing digital. Et si beaucoup passent par des rédacteurs web freelance, certaines entreprises, notamment les plus grosses, ont leur propre rédacteur. Alors, ils engagent toujours des rédacteurs web freelance, justement lors des vacances, ou pour quand ils ont des projets un peu plus conséquents. Mais vraiment, moi, c'est ce qui me fait peur, ce n'est pas la concurrence offshore, etc. C'est quand les entreprises vont vraiment commencer à engager des rédacteurs web en interne. Et donc, je pense que chaque entreprise qui d'une certaine taille, tout comme elle aura sa secrétaire, son comptable, aura son rédacteur web. Et je pense que là, alors oui, il y aura de plus en plus de rédacteurs web salariés, même si maintenant, c'est pas encore très représentatif.
Alors, Sandrine. Alors. Ah, Audrey, tu n'as pas répondu du coup pour le salaire de rédacteur. Je parlais d'un rédacteur installé. Salaire moyen. J'avais fait un article et une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus. Salaire moyen, on estime à 2500 € le salaire moyen d'un rédacteur web. Moi j'aurais mis quand même longtemps parce que j'ai traîné trop longtemps au départ sur les plateformes de rédaction avant de pouvoir me dégager un salaire correct. C'est vraiment à partir du moment où je me suis retirée de ces rédactions, de ces plateformes et que j'ai créé mon site web et que j'ai démarché des clients que j'ai vraiment vu mon chiffre d'affaires augmenter. Moi, je dis très sincèrement, actuellement, entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, je suis transparente avec vous, entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Maintenant, je facture pas cher, mais je facture ce qui doit être payé pour les clients. Seul moyen pour augmenter votre chiffre d'affaires et avoir un chiffre d'affaires relativement correct, hein, je veux dire, c'est fidéliser vos clients. Il faut vraiment donner l'envie à vos clients de ne pas aller voir ailleurs. Pour ça, c'est tout un travail sur la relation client, et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment voir dans rédaction web Level Up, hein, donc voilà, mais dans la partie évolution, mais vraiment, donc en travaillant sur la fidélisation des clients et en ne se bradant pas et en apportant forcément un travail hyper qualitatif avec énormément de conseils, vous pouvez vraiment arriver à de bons salaires. Donc voilà. Mais maintenant, c'est clair que je suis pas représentative de ce qui est. Compte 2500 €, 3000 €, c'est tout à fait possible, c'est pas vendre du rêve du tout. Mais par contre, il faut bosser, hein. Moi, je suis vraiment pas le genre de... de rien, Valérie. Je suis vraiment pas le genre de fille dilettante. Je travaille beaucoup, tout le temps. Il m'arrive de travailler le week-end, je travaille trop même, hein, voilà. J'aimerais vraiment pouvoir justement peut-être diminuer un petit peu cette charge de travail. Pour ça, je dois encore faire des ajustements au niveau de la clientèle, etc. Mais voilà, donc ce sont des choses... J'ai réussi, hein, en commençant sur des plateformes de rédaction, j'ai réussi à évoluer comme ça. C'est quelque chose de possible, je pense, pour pas mal de monde, parce que dans les personnes qui sont inscrites à la formation, il y a vraiment des profils très très différents, dont des profils extrêmement qualifiés. Et rien qu'en parlant avec ces personnes-là, je me reconnaissais aussi un petit peu quand j'ai démarré. J'avais les mêmes craintes, plus ou moins le même parcours et les mêmes envies. Donc voilà, moi je n'ai pas de souci pour plusieurs d'entre vous en tout cas. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas des choses que j'ai laissées passer. J'ai vu Sandrine Molitor. Est-ce que la reprise et l'optimisation de textes qui ne sont pas performants en termes de référencement fait partie des compétences d'un rédacteur web? Absolument, Sandrine. Ça fait partie des compétences d'un rédacteur web. Et d'ailleurs, un bon rédacteur web, avant de te dire qu'est-ce que je peux vous faire comme contenu, va te dire attends, je regarde ce que tu as et on va déjà voir pour améliorer l'existant. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si un client vous donne un budget mensuel, n'essayez pas de lui refourguer voilà, si son budget c'est 500 € par mois, on ne va pas lui refourguer pour 500 € par mois d'articles de blog. On peut améliorer des pages, on peut mettre à jour certains contenus anciens. On sait que Google, lui, privilégie toujours quand même des contenus récemment mis à jour. Donc, des fois, c'est des bêtises, hein. Ça peut être changer quelques chiffres uniquement pour mettre en valeur une étude récente ou des chiffres plus récents, que ce soit sur les salaires, des choses comme ça. Donc, oui, si vous voyez qu'un de vos articles est en train de plonger, si un article est bien situé, moi, je dis... Tant que tout va bien, ne le touchez pas. Il m'est arrivé de faire des catastrophes sur mon propre site en touchant des choses, en voulant bien faire alors que tout se portait bien. Donc, si tout va bien, on ne touche à rien. Si vous commencez à constater
que vous perdez une position ou deux, là, il faut commencer à se poser des questions. Premièrement, allez voir qui est passé devant vous, voir ce qu'il propose, voir ce que la concurrence avant vous propose. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des outils qui vont vous montrer les différentes SERP. Et donc voilà, vous allez vraiment pouvoir voir les 5, 6, 10 entreprises ou sites web qui sont au-dessus de vous. Analysez ce qu'ils font, regardez-vous qu'est-ce qui fait que maintenant votre texte pourrait descendre, remettez-le à jour, optimisez-le. Si vous aviez ranké avec un texte un peu petit et que maintenant la tendance est plutôt au texte plus long sur cette requête-là, eh bien allez-y, étoffez-le. Mais donc oui, la reprise et l'optimisation de texte, je dirais même que c'est au-dessus de la rédaction en elle-même. C'est vraiment ça, c'est ça qui peut faire, avec un budget donné, à mon avis, hein. Maintenant certains penseront peut-être différemment, à mon avis, avec le même budget, il est probablement plus intéressant de retravailler des textes déjà existants pour essayer d'augmenter son positionnement sur des requêtes vraiment concurrentielles que de créer des nouveaux contenus de blog. Voilà, tout simplement. J'espère que j'ai répondu, Sandrine, à ta question. Alors, justement, j'ai perdu beaucoup de positions en actualisant en permanence et je cherche à retrouver cette place. Oui, c'est ce que je disais, Sandrine. Tant que tout va bien, tout va bien. Et à partir de fois, du moment où on touche, c'est là qu'on perd des places. C'est un peu le problème avec le référencement naturel, hein. On n'est pas les seuls responsables. Il y a aussi ce que les autres font. Concrètement, il y a des sites contre lesquels, enfin, le contenu, il n'y a pas que ça. Donc il y a vraiment des sites contre lesquels c'est compliqué de lutter parce qu'ils ont des budgets de netlinking incroyables, ils ont un trafic vraiment incroyable. Tout seul, on n'est rien, on ne peut rien faire. On peut conseiller, on peut faire au mieux, on peut suivre des techniques, on peut essayer de ruser un petit peu, parce que forcément, quelquefois, on est un peu borderline, mais on n'est pas seul responsable. Donc voilà, je crois que l'important, c'est de bien garder à l'œil, et quand vous voyez que vous commencez à descendre, là, vous vous activez. Mais faire mieux pour faire mieux, on risque plus souvent de faire mal. Donc c'est vraiment en cas de chute qu'on commence à s'activer. Maintenant, ça c'est mon avis. Voilà. Qu'a-t-on ensuite? Métier. Donc on a parlé du salaire moyen d'un rédacteur web. Statut pour démarrer. Donc ça c'était Magali. Statut pour démarrer. Est-ce que micro-entrepreneur est une bonne idée? Alors moi je dirais pour démarrer, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est vite fait. Il n'y a pas de frais. Vous testez le métier, ça ne vous convient pas, vous arrêtez. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Gros problème, enfin il y a plusieurs gros problèmes du statut d'auto-entrepreneur. Gros problème du statut d'auto-entrepreneur. De un, je pense qu'il y a un problème d'image. Si vous voulez attirer des gros clients, je pense que ça peut les freiner. Le fait d'être face à une seule personne qui a un chiffre d'affaires relativement bas, je pense que ces grosses entreprises iront plutôt vers des formats d'agence ou voilà. Bon, ça c'est mon avis. Il y a un problème d'image, il y a un problème aussi également de futur. Donc testez pour essayer. Oui, si le métier vous plaît, je vous invite fortement à bien prendre en compte, en fait. Qu'est-ce que je peux dire par là? C'est tout simplement que si la pension, enfin votre retraite en tant qu'auto-entrepreneur, ça va vraiment être rien du tout. Alors franchement, vieillir, travailler toute sa vie et puis avoir une retraite ridicule, c'est quand même pas top. Deuxièmement, oui, ok, bon, les frais sont limités, mais une fois que votre chiffre d'affaires commence, est-ce que vraiment les frais d'un comptable, ça ne représente pas grand-chose sur une année?
Donc voilà, les frais pour créer une société non plus, les frais de notaire et tout ça, c'est quelque chose que vous allez sortir une fois. Alors oui, il faut ce capital social de départ, voilà. Ça reste une entreprise, mais créer son entreprise peut être une bonne solution. Moi, j'ai choisi d'être salariée aussi de ma propre entreprise parce que ça me permettait de cotiser pour ma retraite, qui pour moi c'était vraiment un point important. J'ai travaillé longtemps en tant que salarié. Les quelques années que j'ai fait en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, je gagnais quasiment rien pour la retraite. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je travaille beaucoup, beaucoup, et je risque de finir dans la misère, entre guillemets, quand je serai âgée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tracassait. Alors je sais que beaucoup disent, ah, mais les retraites, on n'est pas sûr de les avoir, peu importe. Mais si dans 20 ans, les retraites existent toujours et que j'ai travaillé toute ma vie et que j'en ai pas besoin, ça me restera en travers de la gorge. Donc vraiment, je pense, ne soyez pas court-termiste, testez le métier en tant qu'auto-entrepreneur. Et il y a le portage salarial aussi qui peut être une bonne solution. Il faut voir aussi, en fonction de votre statut marital, de vos impôts, toutes ces choses-là. Et ça, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, je ne suis pas juriste, je ne suis pas fiscaliste. C'est aussi une solution, hein. Allez prendre 1 heure de conseil auprès d'un spécialiste. Allez-y vraiment avec vos dossiers, vos papiers, les revenus de votre couple, enfin toutes ces choses-là, et faites-vous conseiller. Ce n'est pas une décision à prendre la légère. Alors, Karine, ne faut-il pas un CA conséquent pour ouvrir une société? Alors moi, ma société, je l'ai ouverte au Luxembourg parce que déjà, j'habite à 2 km. J'ai pas mal de clients qui sont là-bas. Donc, voilà, oui, j'ai beaucoup plus de frais qu'avant. Et très probablement encore maintenant, donc j'ai ouvert cette société il y a 1 an. Encore maintenant, je gagne moins en net que ce que je gagnais il y a 1 an. Qui dit création de société, dit des frais. Voilà, maintenant il y en a beaucoup qui parlent aussi de la TVA, que le fait de quitter le statut d'auto-entrepreneur, c'est un risque pour les clients. Si vous avez des clients qui sont en entreprise, payer la TVA ou pas, ça ne change rien pour eux. Et très sincèrement, c'est la clientèle que vous devez viser plutôt que des particuliers. Tu es en SASU pour être salarié. Alors Mathilda, non, hein, je suis au Luxembourg, donc ça n'a strictement rien à voir. Au Luxembourg, tu as le droit d'être salarié de ta société, à condition que tu sois, comment est-ce qu'on dit, actionnaire majoritaire. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc, stratégie marketing. Donc voilà, 4e partie. J'espère, 22, super. On attire du monde, c'est très bien. Je regarde juste. Ok, c'est bon. On continue. Peut-on parler de stratégie marketing? Ça, c'était une question de Karine. Alors oui, Karine, on peut en parler. Est-ce que tu as 48 heures devant toi? Je sais pas. Mais oui, on va en parler. Donc, stratégie marketing. Je bois juste un coup d'eau parce que j'ai la gorge toute sèche. Santé. Donc, stratégie marketing. Donc, est-ce que nous, en tant que rédacteur web, on a les aptitudes pour conseiller nos clients sur la stratégie marketing? Bien oui, forcément. Maintenant, il faut quand même avoir une certaine expérience, donc voilà. Mais stratégie marketing, ce que vous devez savoir, c'est que déjà, vous allez le proposer uniquement aux clients que vous allez accompagner sur le long terme. Ça demande pas mal de préparation, beaucoup de contacts avec le client, des réunions en amont du projet. Donc très sincèrement, c'est quelque chose où il faut vous assurer que vous allez avoir un revenu
je ne vais pas dire conséquent, mais au moins régulier, et que vous allez pouvoir travailler sur le long terme avec le client. Donc c'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez fournir comme service en proposant des packs d'articles sur 6 mois ou un accompagnement sur 1 an du client pour sa stratégie éditoriale. Concrètement, je vais parler de différents piliers importants à mon sens dans la stratégie éditoriale. Donc voilà, vous allez voir, donc moi pour chacun de mes clients, quand je commence un accompagnement client, je fais un questionnaire que j'envoie et je ne lui demande pas forcément de répondre, je lui demande de réfléchir en fait à ces questions. Souvent, ça lui permet aussi de réfléchir à son activité. Donc voilà, après on fait un entretien Skype ou un tête-à-tête si c'est une entreprise qui est proche. Et donc là, on va vraiment définir ses besoins. Et les besoins, est-ce que c'est avoir du trafic sur son site? Est-ce que c'est vendre plus, donc avoir plus de CA, ou vendre certains produits parce qu'il obtient une plus grosse marge sur certains produits? Est-ce que c'est pouvoir faire passer son message à un maximum de personnes? Donc voilà, il va vraiment falloir définir donc cet objectif pour que vous puissiez lui proposer des contenus faits pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc encore une fois, ça ne sert à rien de produire du contenu pour produire du contenu. Ça ne sert à rien de vouloir faire des choses hyper diversifiées à chaque fois. S'il y a un objectif, il faut vraiment s'y tenir et mettre le paquet en matière de contenu pour pouvoir aider votre client à atteindre cet objectif. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'important. Après, vous allez vous intéresser à son activité, à son client type idéal, donc à ses personas et tout ça. Tout ça, ça demande certaines compétences qui s'apprennent. Et voilà, en tant que rédacteur web, c'est quelque chose que vous allez pouvoir facturer, cet accompagnement. Donc je vous invite fortement à vous former à toutes ces thématiques autour de la stratégie de contenu. Vous allez devoir donc identifier les contenus à créer également pour pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs. Et forcément aussi, vous allez devoir après analyser les résultats. Donc, qu'est-ce que vos contenus ont amené vraiment à vos clients? Donc là, vous aurez défini vraiment des indicateurs de succès, hein, donc des KPI. S'il voulait plus de trafic sur son site, on va regarder si l'objectif a été atteint. S'il voulait plus de ventes sur un tel produit, peut-être qu'on va regarder si la page de vente que vous avez créée a bien généré beaucoup de trafic vers la page produit en question ou vers le formulaire de contact, hein, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose, mais c'est un sujet vraiment très très vaste, hein. On peut encore le creuser beaucoup plus loin. Mais donc une stratégie de contenu, c'est ça. C'est vraiment être capable d'identifier les besoins du client, de vraiment s'intéresser à son domaine d'activité, aux valeurs de son entreprise pour pouvoir créer des contenus adaptés à ses objectifs et pour pouvoir par la suite analyser donc, ces contenus. Enfin, en tout cas, les résultats de vos contenus. Donc, voilà. Puis là, on arrive à la fin. UX Writing, dernière question. UX Writing m'intéresse, donc ça, c'était Jennifer. Va-t-on en parler? Alors, UX Writing, c'est quelque chose, pour moi, qui fait énormément de sites web, qui me semble essentiel, surtout maintenant. Pour certaines agences qui produisent vraiment des sites sur mesure, en fait, ils attendent mes textes pour pouvoir créer leur site. Et je ne leur envoie pas en fait que les textes, je leur envoie une espèce de maquette de page où vraiment ils peuvent visualiser ce que je voulais faire passer. L'UX Writing, en fait, c'est... il y a plusieurs choses. Tout d'abord, c'est faciliter la navigation de l'internaute, donc vraiment créer
un parcours utilisateur assez fluide au travers des pages du site web. Donc ça, c'est important. Mais aussi, avec les mots, inciter cet internaute à réaliser des actions. Que ce soit au travers des call to action, que ce soit dans le besoin de créer un lien, faire ressortir certaines choses, certaines valeurs ou l'image que l'entreprise veut se donner à ses clients. Donc voilà, ça va être toutes ces choses-là. L'idée quand même, tous nos clients, ils ont un but, c'est vendre. Comme nous, en tant que rédacteur web, hein, il faut qu'on trouve des clients. Ben, tous nos clients doivent aussi trouver des clients. Donc, le but quand même de UX Writing, c'est d'aider vraiment le lecteur, en fait, l'internaute, à arriver aux pages intéressantes pour notre client. Et ça, le plus naturellement possible. Tout ça, ça demande énormément de psychologie. Donc, et il faut faire ça avec finesse. Donc voilà, et puis il faut que ça soit aussi web design friendly, j'ai envie de dire. Donc on évite les gros blocs de texte, on se concentre vraiment sur des petites phrases. Très sincèrement, le haut du site, le haut de la page est vraiment hyper allégé. Et si on veut vraiment produire du contenu SEO, on fait un bloc ou deux en fin de page, là où personne ne va jamais voir, si ce n'est s'il cherche les conditions générales ou peut-être l'adresse de la société, quoi. Mais donc, je pars aussi du principe qu'une page d'accueil n'est pas forcément la page à optimiser. Y a des tas d'autres pages qu'on peut créer, des tas de landing page ou des tas de pages, que ce soit en référencement local ou des choses comme ça, vraiment optimisées et pas forcément la page d'accueil. Voilà. Donc oui, l'UX Writing, c'est quelque chose de vraiment important dans la conception de textes pour les pages d'un site web. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va aborder dans la formation, donc rédaction web level up, pour tout ce qui est site one page et site plus conséquents à ce moment-là. Donc voilà, ben écoutez, moi là j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez envoyées. Je regarde juste si personne n'a posé d'autres questions dans les commentaires. Quoi? Non, tu peux éteindre. Non. Eh bien voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi de mon côté, on a répondu à tout. Je vous remercie en tout cas d'être restés presque tous jusqu'au bout. Là on est toujours à 19, donc c'est assez sympa. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, je suis vraiment désolée pour Séverine, en tout cas. Ça m'embête un petit peu, parce que ça aurait été sympa. Elle aurait pu compléter certaines informations. C'est vraiment dommage. Mais bon, vous la rencontrerez une autre fois. C'est promis, on a dit qu'on allait faire des lives beaucoup plus régulièrement, en tout cas. Donc voilà. Ah, c'était très chouette. Eh bien, écoute, super. Je suis contente que ça t'ait plu, Karine. Donc voilà, c'est déjà cool. J'ai essayé d'être le plus transparente possible. Ah, Manu, c'est là. Charlotte, bonjour Charlotte. Ah ben voilà. On repart avec plein de réponses. Moi, c'était un peu le but. Hein. C'était un peu le but de la FAQ. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça par écrit. Super ravie. Ben, Magali, moi aussi. Justine, ben super, vivement la formation. Ben oui, écoute, il faut encore qu'on fixe notre rendez-vous. Voilà, Sandra, très intéressant. Ben super, Sandra. On va continuer comme ça. Rendez-vous de la formation aussi, Sandra. Donc, Mathilda, hâte de commencer. Il faut faire tes devoirs, Mathilda. Il faut faire tes devoirs. Mathilda, elle est un peu faillotte sur les bords. Enfin, pas faillotte, elle se la coule douce. Donc, voilà. Elle avait fait semblant de ne pas avoir la page exercice de la formation. Vous saurez tout. Ben, Val, merci à toi aussi. Hein. Anne, ben merci d'être passée, c'est sympa d'avoir répondu présent à ce live-là. On en fera d'autres, peut-être un peu plus
plus axée sur un sujet à chaque fois pour pouvoir développer un peu plus. Karine Béranger, très pro, ben j'essaye, mais je te raconte pas, là j'avais quasiment plus de voix. Mathilda, elle est connue, Mathilda. Ah là là. Oui, une pensée pour Séverine. Oui, Séverine, il faut vraiment qu'on fasse un test, un test, voir comment on peut faire, parce que il doit y avoir un moyen de faire ça avec l'ordinateur, mais vraiment, mis à part t'éjecter, je ne pouvais rien faire d'autre. C'est un petit peu... Je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé que tu sois là. Alors, quoi d'autre? Ben écoutez, il nous reste formation, rédaction web, level up. Donc là, il nous reste 5 places. Donc c'est 5 places à 299 € au lieu de 998 € avec l'accès donc à rédaction web, level up, évolution gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est assez complet. On a déjà fait une partie des premiers entretiens, j'ai déjà commencé les corrections des premiers exercices. On va aller vraiment très très loin, que ce soit en termes de technique. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous souhaitez apprendre la rédaction web, eh bien, à nous rejoindre. Je vous dis à bientôt. Donc 1 heure, oui, j'avais compté entre une demi-heure et 45 minutes, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'interactions. Donc voilà, je suis contente que ça vous ait intéressé. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vois que les filles encore se déchaînent là sur le chat, c'est marrant. ça reflète bien un peu l'ambiance du groupe, c'est sympa. Concernant le groupe aussi, tant que je vous ai là, je suis très contente. Donc si vous n'êtes pas sur le groupe Rédacteur Web Corner, je vous invite vraiment à vous y inscrire. Il y a une bonne ambiance. C'est vraiment bon enfant. Et voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et surtout, il y avait une question qu'on me posait aussi, c'était pourquoi le groupe, il n'y a pas plus de monde et tout ça. Écoutez, il faut savoir qu'on est extrêmement dur. Donc déjà, quand on a décidé de redynamiser ce groupe, il y a 2 mois de ça, avec Séverine, on a déjà éliminé énormément de profils. Je crois qu'on a éliminé pas loin de 500 personnes. Et là, actuellement, eh bien, sachez que vous êtes des privilégiés si vous êtes sur ce groupe, parce que on a notamment actuellement un taux de 50% d'admission. Donc, vous vous rendez compte, on n'accepte pas tout le monde, on essaie de garder un groupe à taille humaine, vraiment sympa. Donc, voilà, enfin... C'est pas la course au plus gros groupe de rédacteurs web, c'est plutôt la course au meilleur groupe de rédaction web. En tout cas, on a les meilleurs rédacteurs, ça c'est clair. On a les plus sympas. Donc, heure de l'apéro la prochaine fois, eh bien écoutez, pourquoi pas. Hein. Moi, de toute façon, Séverine aussi, on est toujours partante pour l'apéro. Donc voilà. Bonne soirée, merci à tous. C'était vraiment très très sympa. Vous avez été super.